Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation pousse des comédiens, musiciennes, chorégraphes, danseurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public. Pendant près d'une heure, un artiste invité par le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Paume, le Gymnase Hors-les-Murs ou les Bernardines se livre tout simplement à ce micro. Un entretien sans phare, spontané, un dialogue à nu à travers les 4 lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Vous entendrez des voix qui ne mentent pas, car la voix ne ment jamais, dit-on. Évoquer les arts vivants, bien sûr, mais pas que. Enfance, doute, désir, rencontres, écriture, jeu, coulisses. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast, saison 3. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous propose d'entrer ensemble dans ce monde merveilleux, là, maintenant, tout de suite. Lumière, le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Que faire de la culpabilité qui ronge ? Comment trouver le pardon ? Peut-on sublimer la colère ? Comment supporter la solitude et l'isolement ? Par quels moyens se reconstruire après des années en prison ? Et puis surtout, comment le théâtre peut sauver l'existence et lui redonner un sens ? C'est toutes ces questions que pose la pièce À l'ombre du réverbère, nouvelle création du théâtre Gymnase Bernardines, mise en scène par Enzo Verde avec le comédien Redouane Ragel. La vie de Redouane, notre invité, bascule à 2 reprises. D'abord en 2013, alors qu'il est devenu ingénieur commercial chez Renault, une rixe dégénère, il sera condamné pour homicide à 6 ans de prison. Ensuite, un autre tournant, inattendu et heureux, cette fois-ci lorsqu'il découvre le théâtre, alors qu'il est incarcéré au centre pénitentiaire du Pontet, pas loin d'Avignon, où nous nous trouvons précisément aujourd'hui parce qu'il est né ici. Repéré par Joël Pomera, qui lui ouvre la porte de la voie professionnelle, il présente dans le Off d'Avignon sa première création, seul en scène, au théâtre Transversal, où il évoque son incarcération, mais pas que, sans phare ni artifice. C'est une réussite, c'est émouvant, et ça fait du bien que de voir que la vie est possible, justement, après la prison. Bienvenue dans le son de la scène, qui se termine au son des cigales, ici, au Festival d'Avignon. Bonjour Redouane. Bonjour. Quand j'évoque toutes ces questions-là, les premières qui me sont venues à l'esprit quand j'ai vu votre pièce, est-ce que vous me donnez raison là-dessus ? Est-ce que c'est des questions que vous avez voulu poser dans cette pièce ? Oui, absolument. Oui. Ce sont des questions, pas de messages, juste des questions. Ouais. Pas de message, vous êtes sûr ? Non, absolument, certain. C'était vraiment d'ailleurs un leitmotiv dans l'écriture du texte. Vous n'avez pas voulu donner de leçons Non, absolument pas. Ouais. Je ne me positionne pas comme un messager. C'est juste un témoignage et voilà, avec des questions qu'on se pose. Qui restent parfois sans réponse. Bien sûr, mais c'est la magie du théâtre, c'est de se poser des questions ensemble. Dans une pièce, ensemble, dans une salle. Vous dites que vous n'êtes pas, vous n'avez pas voulu être un messager, et pourtant ces questions-là, elles peuvent toucher tout un tas de gens, des gens qui sont passés par la prison, d'autres qui ont été touchés de près ou de loin, victimes ou auteurs, ou famille ou amis. Et vous faites quand même peut-être le lien entre le dedans et le dehors. Ouais, je pense que c'est parce que en préambule, on a travaillé avec Bertrand Kaczmarek lors de notre rencontre avec sa thèse qu'il a présentée il y a quelques semaines. Donc il est aujourd'hui docteur en philosophie et lorsqu'il a travaillé sa thèse sur le sens de la peine, on a pas mal échangé ensemble. Et donc voilà, le fil rouge quand même, c'est de parler du sens de la peine et forcément, voilà, c'est une question qui concerne tout le monde et la société. Le sens de la peine de prison et le sens de la peine et des peines que vous avez ressenties intérieurement aussi, c'est ça ? Oui, bien sûr, c'est toutes ces questions qu'on aborde et qui sont abordées aussi dans sa thèse, comme le châtiment, la dette. Voilà, c'est des questions qui sont aujourd'hui dans la société. On a des outils comme la justice restaurative. Ça, c'est de se faire se rencontrer des victimes et des auteurs. Voilà, Avignon était pilote dans le cadre de cette justice restaurative et donc j'ai fait partie des premiers modules où des victimes et des auteurs du même délit se rencontrent et en réalité, voilà, ce sont des moments d'échange qui nous permettent, auteurs comme victimes, de nous reconstruire.
on trouve des points communs, il y a énormément d'empathie de l'un et de l'autre, une prise de conscience au niveau des détenus très forte, et puis une prise de conscience aussi des victimes. Et c'est vraiment un lieu de réconciliation parce que on se rend compte que victimes comme auteurs, on a très très mal vécu le procès et que c'était vraiment pas un moment de vérité pour se réconcilier. Je pense notamment au film Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, que vous avez peut-être vu sur cette justice restaurative. Il faudrait qu'elle soit développée davantage pour vous. Ça existe, voilà, Bien ce sûr. sont des choses qui existent, c'est un droit et il faut se battre pour que vraiment on puisse répandre cette justice restaurative sur tout le territoire. Donc voilà, c'est un droit et il y a même pas mal d'avocats qui ne sont pas au courant. Ouais. Voilà, donc il faut en parler. Donc forcément, le film de Jeanne Herry a donné une visibilité sur ce processus qui est vertueux. Ça fait partie de vos combats aujourd'hui. On va y revenir. J'aimerais juste qu'on parle un petit peu de la pièce sans tout dévoiler, évidemment. Vous parlez beaucoup de votre temps en prison, de toutes ces années en prison, avec des mots à la fois durs, des scènes très difficiles, la violence, la surpopulation, l'hygiène aussi, et en même temps avec une certaine compassion, une certaine tendresse. C'est assez étonnant. Vous n'êtes pas en colère, en fait. Comment vous avez trouvé les mots justes ? Pas tout seul, puisque vous avez écrit ça à plusieurs. Oui. Déjà, pour l'écriture, on a travaillé à 3. Avec Bertrand Kaczmarek a fait donc le premier travail vraiment très laborieux où on a raconté une histoire. Ensuite, Enzo a ramené beaucoup plus de musicalité, du rythme, un aspect scénographique extraordinaire. Voilà, moi j'ai travaillé sur du narratif. Et donc c'est vraiment le fruit d'un travail de 3 personnes qui connaissent la détention. Et pour en revenir à ce que vous abordiez sur l'oisiveté en détention, voilà, je parle des épisodes que j'ai vécus, mais en réalité c'est pour dénoncer l'oisiveté. L'oisiveté qui est vraiment un problème majeur dans la détention, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On enferme des détenus et on les condamne à de l'oisiveté. Mais en réalité, on ne les aide pas à ressortir meilleurs et à revenir dans la société de meilleurs citoyens. Donc les personnes qui ont des problèmes d'addictologie, leur problème d'addiction s'accroît. Les personnes qui sont violentes, au final, elles survivent dans un environnement hyper violent. Donc voilà, on n'aide pas les... Et donc c'est aussi pour parler de ces thèmes-là, mais sans donner de message. On va revenir au théâtre, ce qui vous a permis de peut-être devenir un meilleur citoyen. Je ne sais pas, vous allez me le dire, mais il y a 2 mots qui reviennent très très souvent dans votre pièce. C'est solitude et silence, qui m'ont vraiment marqué. Vous vous rendez compte de ça ? Enfin, c'est volontaire de les répéter souvent ? Parce que j'en avais besoin. Alors que, et en prison, la solitude et le silence, hélas, ce sont 2 choses qui sont nécessaires pour déjà prendre conscience. Quand on arrive en prison, après un drame, il faut savoir qu'on arrive dans un endroit hyper bruyant, hyper violent. Et en plus, après, on se retrouve dans une cellule peut-être à 2, 3, 4, avec des matelas par terre. Donc, comment déjà prendre conscience de ce qu'on a fait dans un environnement hyper bruyant, hyper violent. Donc, voilà, la solitude, le silence, voilà, ce sont des choses... qui était en prison nécessaire et à la fois une quête. Et à la fois une difficulté, parce que vous avez été en isolement aussi. Ouais. Oui, bien sûr. Parce que il y a des traces de cet isolement. Ouais, on se rend compte qu'en fait, on est des animaux sociaux et qu'on a besoin voilà, enfin, en fait, on s'épanouit à travers l'autre, quoi. Et forcément, la solitude, c'est pas quelque chose qui nous épanouit, mais malgré tout... on peut aussi faire preuve de nuance. On a besoin aussi de ces moments de solitude pour se retrouver avec soi-même. Vous dites d'ailleurs, je suis un drogué en manque d'humanité. C'est une phrase qui résonne aussi beaucoup. C'est quand vous voyez vos enfants. Oui. Puis ensuite, vous les voyez plus pour diverses raisons. Une prise de conscience. Et là, vraiment, vous vous dites, en fait, je suis en manque. Voilà. Oui, forcément, là, à chaque fois la première fois qu'on voit ses enfants... c'est une prise de conscience réellement de notre enfermement.
Mais oui, la solitude fait qu'on se raccroche à quoi que ce soit comme humanité, et même quand j'ai humanité, ça pourrait être même vie. Ça peut être une plante, ça peut être une araignée dans une cellule. Voilà, toute forme de vie, en réalité, on s'accroche à tout ça. C'est pour ça que un voisin, une voix de l'autre côté du mur, voilà, toute forme d'humanité ou de matière vivante. Ouais, c'est ça, ouais. On va revenir à la vie aussi, à votre vie, parce que vous racontez aussi une partie de votre enfance. Vous êtes né à Avignon, vous êtes très fier de le dire d'ailleurs. Je crois même au début de la pièce. Voilà, dire je suis né ici. Ouais. Bon, avant de parler de l'enfance, jouer au Festival d'Avignon, ça représente quand même quelque chose d'énorme pour vous. Enfin, je sais pas. Ben, Avignon, oui, j'y suis né. Le Festival d'Avignon, j'ai énormément de souvenirs avec enfants. Un peu de loin aussi, hein. Vous dites il y a la cité médiévale et il y a la cité dans laquelle j'ai grandi. Ben, oui, parce que hélas, voilà, ça coûte cher d'aller voir des pièces dans la cour d'honneur. Et voilà, la cour d'honneur, j'y étais allé, mais quand je travaillais à la mairie et que je montais des podiums et des gradins, que ce soit au Célestin, au Carme ou dans la cour d'honneur, donc voilà, c'était les premières fois où je montais sur scène, c'était pour monter des podiums et des gradins. Mais malgré tout, Avignon, c'est une ville où les professeurs de français vous initient très tôt avec des pièces. Et puis donc, on a conscience quand même d'être dans une ville où le théâtre est omniprésent. Donc oui, forcément. Et puis bon, j'ai une maman qui était amoureuse de la langue française, une tati qui était plutôt artiste. Voilà, au sens large, hein, que ce soit le théâtre, la peinture, le chant. Et donc, ouais, j'ai eu la chance d'avoir cette sensibilité artistique à proximité. Votre tati, vous en parlez beaucoup d'elle. C'est comme si elle avait été un pilier dans votre vie, j'ai l'impression, un pilier de vie aussi. Contrairement à votre maman qui avait des soucis de santé, on le comprend un petit peu dans la pièce, mais vous lui rendez hommage à votre tati, en fait, tout le temps, du début à la fin. C'est un fil conducteur. Oui, je pense que c'est elle qui m'a donné cette fibre artistique où, voilà, très, très jeune, on s'amusait avec des jeux de rôle, et puis voilà, qui m'a initié à l'art en général, quoi. Et donc, j'y pense beaucoup. À chaque fois que vous jouez, non ? Ouais, j'y pense beaucoup. C'est la magie du théâtre aussi, c'est de pouvoir avoir la chance de parler à des spectateurs, mais aussi à des personnes qui sont plus là aussi. Et voilà, j'en ai conscience et c'est vraiment une chance. La magie du théâtre, c'est un hasard. Enfin, oui, vous rencontrez... C'est un accident. C'est un bel accident. Ouais, c'est un accident parce que c'est suite à cette incarcération que je rencontre le théâtre. Comment ça se passe, du coup ? Ça se passe qu'au bout de 4 ans, donc voilà, je sais, je suis condamné, donc je commence à faire mon travail. Parce qu'après la condamnation, on passe à autre chose, on se projette un peu plus sur l'avenir, on sait combien de temps on est fixé. Et donc, je rencontre dans la coursive un garçon qui est hypersensible. Il s'appelle William ? Oui, qui s'appelle William, c'est pas son vrai prénom, mais voilà, c'était le premier comédien C'est le premier comédien que Olivier a eu le courage de faire jouer dans une pièce avec d'autres détenus, Hamlet, à la Maison Jean Villard, lors d'un festival d'Avignon. Et donc, Olivier Py, hein, quand Olivier même. Py. Et ouais, pour vous, c'est Olivier. Ouais, mais... et ouais, donc je le croise et il me tanne pour que je m'inscrive au théâtre. Et en fait, je le fais par amitié d'abord, parce qu'il me fait rire et voilà, il a les yeux qui pétillent, c'est un passionné. Et donc voilà, c'est d'abord l'envie de m'amuser avec quelqu'un. Et ensuite, l'amusement devient un peu plus sérieux. Ouais, l'amusement, déjà, je crois que la première fois que je répète dans le gymnase, je m'évade tout de suite, quoi. Et donc, je prends conscience de cette chance de pouvoir s'évader avec des mots. Il y a 3 personnes, justement, que vous citez beaucoup dans votre spectacle, Redouane Rajel. Il y a donc Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon à ce moment-là. Il y a Enzo Verde qui a mis en scène votre spectacle et qui a fait la scénographie. Et puis il y a Joël Pomera aussi.
3 grands noms du théâtre. Ces noms-là, ils vous évoquaient quelque chose ? Olivier, c'est la personne qui a eu le courage de faire jouer des détenus lors du Festival d'Avignon. Donc, et hors de la prison hors aussi. de la prison, voilà. Donc c'était quelque chose d'exclusif et de courageux. Donc il m'a donné, en tout cas, le goût de jouer. Il m'a donné cet amour aussi des tragédies grecques, de William Shakespeare surtout, Olivier. Et puis Joël, c'est plus qu'un metteur en scène, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. C'est une très belle personne avant tout. Bon, voilà, il m'a permis déjà d'être comédien. Alors ça, c'est un fait, voilà, parce que je lui serai toujours reconnaissant de m'avoir permis d'être professionnel et de faire ça à plein temps. Mais c'est avant tout une très belle personne. Et ce qui est drôle, c'est que les textes d'Olivier, j'en avais besoin. C'est ce qui est magique en fait dans cette histoire, c'est que quand j'étais en prison, les textes d'Olivier Py, que ce soit la tragédie grecque ou William Shakespeare, j'avais besoin de crier, j'avais besoin on a le devoir de gueuler, vous le dites. Ouais, non, mais en plus voilà, c'était le jeu, la tragédie. Donc il faut crier fort, parler fort, etc. Et en fait, même par rapport au sens, Antigone, c'est la première pièce que j'ai jouée. Le message d'Antigone, il est très fort quand on est en plus détenu. Et donc tous les textes que m'a fait jouer Olivier Py, que ce soit des tragédies grecques, Antigone, Xerxès, Macbeth, bon, beaucoup de tyrans, Oui, beaucoup de tyrans, mais il y avait un sens. Et ce qui est drôle, c'est que après avec Joël, à mon retour à la vie de citoyen, Joël, les textes de Joël, ils sont extraordinaires. Ça parle des relations humaines, ça parle de... Et donc ces textes résonnaient encore plus fort par rapport à ce que je vivais. Et donc voilà, c'est une chance de pouvoir travailler à ses côtés. C'est quelqu'un d'hyper généreux dans la direction d'acteur. C'est vraiment quelqu'un qui est très très généreux. J'apprends beaucoup à ses côtés. Et puis j'apprends aussi, parce que je suis rentré dans une grande famille, c'est la compagnie de Louis Brouillard. Voilà, je crois que c'est la plus grande compagnie de théâtre privé en France. Et je suis entouré de comédiennes et de comédiens extraordinaires. Donc dans la direction, quand Joël n'est pas là, j'ai Sadia Bentayeb, Marie Piemontes, Lucia Trotta qui le suit depuis des années. Donc voilà, je suis rentré dans une famille artistique extraordinaire. Et donc c'est une chance quoi, de pouvoir la jouer ce seul en scène et d'avoir plus de temps de jeu pour mettre à profit tous les conseils que Joël me donne. Et puis voilà, là on va repartir en tournée sur Marius, Amour 2. Vous vous souvenez de la première discussion que vous avez eue avec Joël Pomera ? Ben oui, ah oui, je m'en souviendrai tout le temps. On n'a pas parlé de théâtre à aucun moment. C'est vrai ? Ouais. Je le connaissais pas en plus. Vous avez parlé de quoi ? Déjà, de la vie. Non, ouais, on a parlé de la vie. On a parlé de la vie. Vous saviez pas qui c'était en fait ? En plus, je ne le connaissais pas. Okay. Je sortais du Hamlet à l'impératif et puis il y a... Ouais, non, j'avais entendu parler de lui, mais par un message. J'étais dans un groupe WhatsApp de comédiens et la pièce qu'on jouait, il fallait parler fort, etc. Et il y avait quelqu'un qui disait dans le groupe, bon, on fait pas du Pomera. Et moi, je sais qu'il y avait quelqu'un qui a dit, mais qui c'est Pomera? Mais donc voilà, non, c'est quelqu'un de très humble et un humain extraordinaire. Et donc la première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est parlé comme deux personnes sans parler de théâtre. Et donc voilà. Et puis après ça a été Jean Rumi, qu'il a rencontré. Entre deux, c'est une histoire aussi forte, quoi, entre Jeannot et Joël. Jean Rumi, c'est le comédien qu'il a rencontré à la centrale de Arles et qui, quelque part, qui l'a convaincu de se lancer dans cette aventure. Et donc notre histoire, c'est une histoire aussi à trois, quoi, parce que je pense que si ça n'avait pas matché avec Jeannot ou Joël, voilà, on avait vraiment envie de... Et donc quand ils m'ont proposé tous les deux
de rentrer dans une troupe et voilà, de partir sur une aventure d'un Amour 2. Voilà, on était vraiment heureux tous les trois de se lancer dans cette aventure. Ce qui marche bien dans votre seul en scène à l'ombre du réverbère, Redouane Régel, c'est que vous nous faites sortir de temps en temps de la prison, parce qu'on est quand même beaucoup avec vous dans cette cellule. Il y a une mise en scène, une scénographie très, très simple, quelques miroirs, un banc. Et notamment ce moment où vous sortez pour la première fois après plusieurs années d'incarcération et où vous transmettez l'émotion avec laquelle déjà vous arrivez à la gare d'Avignon pour prendre le train pour Paris, et ce moment où vous foulez la Seine pour la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, dans votre corps aussi à ce moment-là? Parce que vous dites que vous tremblez comme une feuille, quoi. Ah oui, j'ai sauté en parachute à 3000 mètres, même plus. Je suis monté sur un ring. Enfin, j'ai déjà fait des choses voilà, avec beaucoup d'adrénaline, etc. Enfin, des sensations fortes. Et là, cette fois, c'est la première fois où j'avais les jambes vraiment qui tremblaient. J'avais pas vu Enfin, je sortais c'était ma première sortie et je me retrouve devant 200 spectateurs en ayant fait 2 ans d'isolement, etc. C'était vraiment voilà, un choc et à la fois une rencontre. Vous sentez vivant à ce moment-là, j'ai l'impression. Ah, c'était symboliquement, voilà, mon retour dans le monde. Et aussi là, on se sent beaucoup plus humain. Voilà, forcément l'estime de soi en prison, il y en a presque plus. Et finalement, on se sent un peu plus humain. On se dit qu'on est peut-être capable de faire quelque chose de bien, de faire du bien aux autres aussi. Mais la première fois réellement, ouais, c'était un rêve réel, un rêve. Mais en réalité, en parlant de cette aventure, c'est aussi pour parler de la difficulté que c'est de créer des spectacles en prison. Voilà, à travers mon récit, j'explique toute la difficulté que c'est de créer des spectacles en prison. C'est vraiment une aventure, quoi, où tout peut s'écrouler à un moment ou à un autre. Et quand on arrive au bout, voilà, on a vraiment, ça a été vraiment un périple. On pourrait résumer, très très vite, que cette pièce raconte comment le théâtre vous a sauvé la vie. Est-ce que c'est si fort que ça, sincèrement? Est-ce que vous pourriez le dire comme ça? Non, c'est pas le théâtre qui m'a sauvé la vie, c'est moi qui ai utilisé le théâtre pour me sauver. Mais aussi, c'est pour dire aussi que voilà, on a besoin de toutes ces actions culturelles dans des endroits obscurs, que ce soit des prisons, que ce soit dans des quartiers, des endroits désertés par la culture. Et voilà, donc des Redouane Régel, il n'y en a pas beaucoup, hélas, mais je me considère comme une exception, mais c'est aussi important de dire que ça marche et qu'il faut continuer et qu'on a besoin de toutes ces actions culturelles parce que ça marche. Alors bon, voilà, que ce soit avec les théâtres, on a mené une action cette année dans les quartiers nord à la Préem où on a donné des cours de stand-up avec Malik Fares. Et voilà, ça a été super intéressant, on a passé des moments extraordinaires. Mais on se rend compte qu'il faut du temps. Voilà, c'est quelque chose, le théâtre dans ces endroits-là, c'est quelque chose qui a été inaccessible pendant des années et du jour au lendemain, ça va pas se transformer. Donc il faut être patient et donc on a vraiment besoin de persévérer et dans la longueur et dans le temps. Vous nous faites sortir aussi donc de cette cellule en nous ramenant à votre enfance ou à votre vie d'avant la prison, on va dire, et notamment l'armée. Il y a un moment qui est assez court dans votre pièce, mais que je trouve super intéressant. Vous êtes d'origine algérienne. Et tiens, vous pouvez nous raconter ce qui se passe par rapport à votre grand-père, parce que je trouve ça assez dingue, ce qui se passe. Ouais, c'est quelque part, c'est pour parler de l'absurdité de la colonisation. Donc vous rentrez dans l'armée? Je rentre dans l'armée par nécessité, puisque
voilà, je viens d'avoir mon bac de français, 12 et 12, mais comme j'étais un petit garçon bagarreur, il n'y avait plus aucun lycée qui me voulait, donc l'année de mon bac, je m'entraîne plus à la salle de boxe et puis je m'engage à l'armée pour soulager ma maman. Et donc je me retrouve dans un régiment, le 3e RPIMA, qui était le régiment le plus omniprésent lors de la guerre d'Algérie et dans la région en plus où vivait ma famille, en Grande Kabylie, à Tizi Ouzou. Et donc voilà, quand je vais voir mon grand-père En uniforme, je réalise pas à quel point ça peut le bouleverser voilà, quelque part l'histoire Parce que lui était engagé. parce que lui en réalité voilà, mon grand-père était garde champêtre en Grande Kabylie, il travaillait pour la France et son frère était un héros de l'indépendance. Et mon grand-père était toujours à cheval, donc dans les montagnes kabyles, et donc la France suspectait mon grand-père de cacher les armes à son frère, puisque mon grand-père était toujours dans la forêt à cheval. Alors ils l'ont torturé quelques fois à la Gégène, et donc voilà, moi j'étais pas au courant de tout ça, quoi. Et donc torturé avec cet uniforme que à ce moment-là vous portez. Voilà, ce sont les parachutistes du 3e RPC à l'époque, donc du colonel Bijard, les petits gars Bijard dont je faisais partie. Et donc voilà, c'est pour parler aussi de l'absurdité de la colonisation, pour parler aussi et de la guerre, de la guerre, de l'absurdité de la guerre en général, de toutes les formes de guerre, de violence, mais aussi pour dire que voilà, le petit Redouane, il a été militaire, il a servi la France et puis bon, quelque part aujourd'hui, j'ai la chance de servir la France dans ce qu'elle a de plus noble, la langue française. Oui, c'est ça, la langue française. Justement, le rapport aux mots, aux grandes pièces, alors, on parle de Sophocle, de Shakespeare, c'était assez loin de votre culture, j'imagine, de votre enfance ou... Oui et non. Oui et non, ouais. Oui et non, parce que quand même, comme je vous disais, ma maman adorait le français. Elle tenait à ce que j'interprète mes récitations tout petit. Ma sœur, c'était une fan de littérature, qui avait 2 ans de plus que moi. Elle a fait Hippocane, Cagne. Donc le français, c'était la matière qui prédominait dans notre foyer. Et donc j'ai même eu 12 et 12 au bac de français. Donc, c'est pas mal. Ouais, sans travailler en plus. Je faisais beaucoup plus de sport. Ouais. Mais malgré tout, voilà, le français... Alors... ouais, je pense que c'est cet amour de la langue française, c'est ma mère qui me l'a donné. Et donc, le théâtre, c'était pas quelque chose que j'aurais envisagé petit parce que c'était pas ce qui était nécessaire pour moi pour m'épanouir, en tout cas pour survivre dans la violence dans laquelle je vivais. C'était pas les outils qui me semblaient qui auraient pu me sauver. Hélas. Et je l'ai compris à plus de 40 ans, quoi. Vous dites que vous êtes un vieux jeune comédien. Oui. Ça fait que quelques temps que je fais du théâtre. Et donc, ouais, je suis jeune dans le métier. Et donc, j'ai conscience d'avoir la chance avec ce seul en scène, de travailler et de travailler mon jeu. Et donc... en tout cas, vous êtes vraiment présent sur scène et ça fait du bien. Il y a de l'énergie, on sent que vous en avez à revendre. Redouane Ragel, les futurs projets, j'imagine, c'est de faire tourner ce spectacle, évidemment, au-delà d'Avignon. Il y a d'autres choses que vous avez envie de faire dans le théâtre, hein. Dans le théâtre, bien sûr. Au-delà des actions auprès des prisons, tout ça que vous faites déjà. Oui. Mais déjà, avec Joël Pomera et la compagnie Louis Brouillard, on est en tournée Festival d'automne avec Marius, sa nouvelle création. On a Amour 2 qui tourne toujours. On sera au Rond-Point en février, au Théâtre du Rond-Point à Paris. Le seul en scène, je pense qu'on a pour on va avoir une belle tournée. Et puis voilà, avec Dominique, on a peut-être... Dominique Bluzet, des Dominique théâtres. Bluzet, ouais. Voilà, c'est un petit peu mon parrain dans cette aventure. Voilà, je lui suis énormément reconnaissant. Voilà, comme je le suis pour Joël. Dominique, c'est quelqu'un que j'ai rencontré grâce à Joël Pomera. On a joué Amour 2 à l'après-m et puis voilà, on a peut-être d'autres projets pour l'avenir. Ça va pas s'arrêter tout de suite, le théâtre. Tant que je pourrai,
que j'aurai la santé de le faire, bien sûr, c'est pour moi quelque chose qui est devenu vital. C'est même quelque chose qui a sublimé la colère un petit peu et la violence, j'ai l'impression. Vous avez réussi à peut-être transformer ce que vous dites, j'étais un petit garçon bagarreur, et bien sûr, la bagarre bien sûr. vous a emmené d'ailleurs jusqu'en prison, au fond, hélas, si on le résume comme ça. J'ai l'impression que vous arrivez du coup à canaliser quelque chose de la oui, colère. c'est ce que j'explique aussi à un certain moment dans la pièce, c'est que le théâtre nous donne des outils, et c'est des outils que j'aurais aimé avoir plus jeune, pour lors d'une situation de conflit, de violence, d'agression, trouver d'autres armes que la violence pour remédier à cela. Et c'est vrai qu'en soi, le théâtre, de jouer un personnage quand on se fait agresser, on arrive à sublimer la situation et transformer le mal en bien, quoi. C'est vraiment drôle, quoi, de pouvoir résoudre une situation de violence avec du théâtre et la transformer en quelque chose de drôle, quoi. C'est extraordinaire. Vous n'êtes plus en colère, Redouane ? Ben non, si, des fois oui, il faut être en colère, je pense, mais il faut avoir envie de... je pense que oui, il faut de la colère, mais pas la mauvaise colère. Il faut être en colère pour un monde meilleur, pour qu'il y ait plus d'amour dans ce monde. Et oui, il faut se mettre en colère sur des choses, sur des absurdités. Je ne vais pas faire de politique, mais voilà, je pense que j'ai la chance, en tout cas, grâce au théâtre, de raconter des choses qui me sont importantes. Et c'est aussi, pour moi, une forme de délivrance. Mais la colère, non. C'est en tout cas pas de ressentiment. Mais ouais, je pense que la colère aussi, faut faire preuve de nuance toujours, mais il faut être en colère, c'est ce qui nous maintient en vie. Et si on se met pas en colère contre des choses, contre des formes d'injustice, je suis en colère, oui, contre le système carcéral, en quelque sorte, c'est ce qu'on raconte dans cette pièce. Peut-être condamner des gens à faire quelque chose plutôt qu'à subir et les condamner à l'oisiveté, voilà, ça, c'est un noble combat aussi. Et puis la misère sociale, je suis en colère, oui. Je me mets en colère contre ces personnes qui disent que c'est de la faute des parents, qu'ils n'ont qu'à s'occuper de leurs enfants. Non. Quand il y a des mamans qui se retrouvent seules avec leurs enfants, quand leurs enfants voient leur maman pleurer, crouler sous les factures, quand les mères sont isolées, droguées, prostituées, voilà, c'est comme ça qu'il faut se mettre en colère. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Pour de bonnes raisons. Ça, c'est le côté boxeur qui revient. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. On va terminer en musique cet échange avec vous dans le son de la scène, Redouane Ragel. J'avais juste une dernière question. Vous dites que vous n'avez plus peur du noir. Ça, c'est assez beau aussi. En tout cas, l'enfant que vous étiez et l'adulte que vous êtes devenu n'a plus peur du noir. Est-ce que vous vous êtes pardonné ? Est-ce que moi, je me suis pardonné ? En tout cas, j'y travaille. On va rester sur le travail alors. Le travail avec le théâtre, notamment, vous souhaite en tout cas une très belle suite. Vous avez choisi un morceau de musique pour le partager avec celles et ceux qui nous écoutent. Oui. Bon, ça nous fait plaisir, ça nous rappelle Marseille. Donc, oui, voilà, Prométhée d'Akhenaton. Vous connaissez un peu Imhotep, c'est ça ? Vous avez des liens avec Hayam ? Oui. Même dans la musique peut-être de votre adolescence ou déjà, voilà, ce sont des paroles qui m'ont bercé, des paroles qui avaient du sens, qui faisaient sens, la richesse du texte. Akhenaton, lors de... Prométhée, c'est une chanson en plus qui résonnait aussi parce que ça a été la première pièce qui a été jouée à la prison du Pontet, Prométhée enchaîné. Donc ça a une histoire. Et puis les paroles font sens avec toutes ces histoires de tyrans que j'ai jouées, Macbeth, Xerxès, Créon. Il va falloir en jouer d'autres, maintenant. On pourra jouer des héros maintenant. On pourra jouer aussi d'autres choses. Voilà, non, c'est... Et donc voilà, je remercie Pascal, Imhotep, qui m'a remixé et qui m'a fait quelques arrangements pour le teaser. Donc on a pu
on a pu mettre Prométhée sur le teaser. Et je remercie aussi Akhenaton. Et donc c'est une chanson qui fait vraiment sens. Voilà, et ça parle encore, c'est encore d'actualité. Super. Merci en tout cas, Redouane Rajel. On finit cette nouvelle saison du Son de la Scène avec vous. Donc merci beaucoup de l'avoir merci à vous. Clôturé. Et puis on se retrouvera bien sûr pour d'autres saisons, pour la suite à la rentrée. D'ici là, vous pouvez écouter tous nos épisodes et celui-ci en particulier sur toutes les plateformes. Merci beaucoup Redouane et belle suite. À bientôt. Merci beaucoup. Au début, il y avait la terre, la mer et le ciel, des forêts verdoyantes et des rivières de miel, des fruits d'or poussés sur les arbres, la vigne s'enlaçait discrètement sur des colonnes de marbre ou nichées, des oiseaux de toute espèce dans un ballet sans éternel. C'était une pièce mise en scène par un maître parfait, et dans ce tableau l'homme fut élevé. On racontait que si d'Éden fut les craints de ce monde établi, l'humain devait être le rubis qu'il avait sorti. Peut-être à sa première heure, lorsqu'il n'avait pas peur des choses qui meurent. Le bonheur était une somme de choses simples, d'une vie dans un état appelé harmonie. L'homme prospérait, le monde embellissait. Dans cette ère de paix, le roi s'appelait Prométhée. Prométhée, Prométhée. Prométhée. Prométhée, Prométhée. Prométhée était comblé car il ne manquait de rien. Protégé de Dieu et respecté par les siens. Mais une nuit dans ses rêves, Iblis le visita et lui demanda: Dieu est-il plus fort que toi? Lui offrit un coffre renfermant tous les malheurs et lui insuffla la haine et l'envie dans le cœur. Le lendemain fut le premier jour triste sur la terre. Prométhée assassina son propre frère, elle lui ravit ses biens, enleva son épouse, réduit en esclavage les tribus au nombre de 12. Il leva une armée forte et robuste pour gouverner d'une manière cruelle et injuste. Se croyant immortel, il fit tuer tous ses fils qui un jour auraient pu se soulever. Il fit bâtir une tour élevée jusqu'aux cieux. Armé de son arc, il partit faire la guerre à Dieu. Prométhée, Prométhée. Prométhée. Prométhée, Prométhée. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont les descendants de Prométhée et de sa vision ont hérité. Ils nomment ça un détail, sans scrupule ils taillent à leur peuple une véritable peau de bétail. Un exemple de plus que l'histoire lorgne d'exploitation de l'aveugle par de borgne. Et si la vie terrestre est un verre d'eau de Javel, pourquoi tirer les flèches dans le ciel de Babel? Tous ces drames, ces actes infâmes pour notre trésor de Rakam, ils ont fait pleuvoir du feu sur la patrie d'Abraham. Autant on emporte le vent du désert, c'est Cerbère aux enfers que Prométhée dessert cher. Et le bonheur carpieuse et la piste, à quoi bon être roi quand on est riche et triste? Les âmes s'évaporent loin de la terre, le temps s'écoule, les palais s'écroulent, deviennent poussière. Prométhée hier, demain, premier humain, chef d'une meute au royaume des chiens. Il veille la folie de ses actions, en attendant dans la douleur la résurrection. Prométhée. Prométhée, Prométhée. Prométhée. Prométhée, Prométhée. Prométhée.